Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Hier, le Premier ministre présentait les grandes orientations de son budget. Il a frappé fort, un plan sur 4 ans avec pour 2026 près de 44 milliards d'euros d'économies à faire. On va entrer dans le détail de ce budget, mais d'abord, comment vous le qualifiez? Est-ce que c'est pour vous un budget d'austérité, de rigueur, de sang, de larmes? Non, je crois que c'est un budget de combat. Un budget de combat qui dit la vérité aux Français, la vérité sur l'état des comptes, la vérité sur la dette, la vérité sur des choix qu'on doit faire ici et maintenant. Parce que si on ne prend pas cette direction maintenant, alors ce sera de l'endettement supplémentaire pour nos enfants, ce sera de l'impôt supplémentaire et ce sera surtout une crise que la France risque de connaître parce que la France ne sera plus jugée crédible. Donc on est au combat. Je disais que François Bayrou a tapé fort. Il y a notamment cette année blanche, c'est-à-dire un gel de toutes les prestations sociales et des pensions, du barème de l'impôt sur le revenu, des salaires des fonctionnaires, sans tenir compte de l'inflation. Ça touche donc tout le monde, y compris les plus modestes. C'est pas ça le problème? Je crois qu'on a démontré, en tout cas le Premier ministre a démontré, qu'il fallait que l'effort concerne l'ensemble des Français. Et c'est ça qui est important. Ce qui aurait été jugé injuste, c'est que l'État déjà ne prenne pas sa part. L'État prend l'essentiel de la part dans l'effort qui est ensuite demandé aux Français. Il y aura le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3. Il y aura des économies, il y aura une baisse de dépenses, il y aura 3000 fonctionnaires dont les emplois ne seront pas pérennisés dès l'an prochain. Il y aura ensuite l'année d'après le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 en fonction des secteurs qui sont jugés comme étant stratégiques ou moins stratégiques vis-à-vis de l'État. Il y aura le travail demandé de longue date sur les agences et sur les opérateurs de l'État. Ce qui est très important, c'est d'abord l'État prend sa part avant de demander aux Français, qui est en effet une logique d'effort, mais d'effort partagé, qui ne cible pas spécifiquement un tel ou un tel. Est-ce que pour les retraités, c'est pas un petit peu double dose, puisqu'il y aura à la fois la fin de l'abattement de 10% pour les professionnels, pour les frais professionnels qui va être remplacé effectivement par un forfait, mais aussi effectivement cette année blanche concernant leur pension? L'année blanche, ça veut dire que les Français toucheront exactement la même chose l'année prochaine que cette année. Il n'y aura pas de baisse, il y aura exactement la même chose dans un moment où, en plus, l'inflation est très basse. Elle est à moins de 1%, moins de 1% d'inflation. Donc, les Français gagneront exactement la même chose. Les retraités, et vous savez que les pensions de retraite, on a été extrêmement précautionneux pour protéger au maximum les retraités. Là, on est dans une logique qui nécessite un effort collectif. Quant à l'abattement de 10%, moi, c'était une proposition que j'avais formulée dès le budget précédent, quand Michel Barnier était Premier ministre. Donc moi, je pense que c'est une proposition de justice fiscale, de justice sociale, qui est de dire quoi? Qui est de dire on ne supprime pas toute la mesure, on fait un forfait de 2 000 € par an par retraité pour soi-disant frais professionnels. Donc en fait, c'est un abattement de 2 000 € par retraité. Et oui, ça veut dire que ça bénéficiera plus aux retraités modestes et aux classes moyennes qu'à ceux qui ont plus de moyens. C'est-à-dire au-delà de 20 000 € de retraite par an, ce qui correspond à un niveau de retraite important dans notre pays. Là, oui, il y aura une petite mise à contribution. Sur la philosophie générale, est-ce qu'une année blanche, c'est pas totalement minimaliste? En fait, ça fait pas une politique économie, une année blanche. Il n'y a pas de réforme structurelle. Est-ce que c'est pas une solution paresseuse? Déjà, vous avez vu qu'il y a un éventail de solutions. Et c'est ça qui était aussi très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule mesure. Quand on parle de 43,8 milliards d'euros d'efforts et de réduction de la dépense, l'année blanche, c'est 7 milliards. Donc c'est un morceau important, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a notamment des enjeux de réforme structurelle, raison pour laquelle on a annoncé qu'on relançait les négociations sur l'assurance chômage. C'était une demande très forte de mon groupe politique de Renaissance, parce que nous avions engagé ce débat. Et vous avez vu que la question du travail, elle est au cœur des réflexions, évidemment, sur la manière avec laquelle on doit à la fois réduire la dépense et augmenter aussi les recettes de l'État. On augmentera les recettes de l'État parce qu'on travaillera tous, c'est-à-dire ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, taux d'emploi des femmes, taux d'emploi des seniors, parce qu'on travaillera plus aussi tout au long de l'année. Ça, c'était extrêmement important, et parce qu'on travaillera mieux, puisqu'il y a aussi cette réflexion sur les conditions de travail. On va travailler plus, puisque François Bayrou a annoncé la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à ça? C'est sûr que si vous demandez aux Français est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à renoncer à un jour férié, spontanément, j'entends bien que ce n'est pas forcément la mesure la plus populaire. Par contre, je pense que c'est une mesure qui est nécessaire parce qu'on a besoin de travailler plus
On a besoin qu'il y ait plus de recettes, qu'il y ait plus de cotisations et donc qu'il y ait un effort collectif qui soit mené. Après, sur le 8 mai, le lundi de Pâques, le Premier ministre a dit que c'était des options qui étaient sur la table. Donc s'il faut revoir tel ou tel jour, ce n'est pas tellement la question qui est posée. Il en propose 2. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait tomber d'accord, le Parlement, sur un seul jour férié? Moi, je pense qu'il faut tenir sur les 2 jours fériés. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une coquetterie de notre part. C'est une nécessité de comment vous assumez à la fois la réduction de la dépense et surtout l'augmentation des recettes. Parce que quand on travaille tous, quand on travaille plus, on augmente les recettes, on augmente les cotisations. Et donc, on est un pays qui, au lieu de s'appauvrir, au contraire, s'enrichit. Et c'est ça dont on a besoin. Et quand vous entendez les arguments de Jordan Bardella qui dit que c'est une attaque contre notre histoire, nos racines et contre la France du travail, qu'aucun député RN n'acceptera cette mesure qui, pour le RN et pour Jordan Bardella, relève de la provocation, donc brandit déjà la censure. C'est mal parti, l'automne. J'entends les attaques nombreuses qui existent, soi-disant, sur les références historiques autour du 8 mai. Je rappelle que sous le général de Gaulle, le 8 mai n'était pas férié. J'ai l'impression pourtant qu'il avait largement pris sa part dans le combat contre le nazisme dans notre pays. Donc vous voyez, il faut raison garder peut-être dans les attaques qui sont portées. Après, sur le risque de la censure, on a toujours su qu'il y avait un risque de censure. Et donc il y avait 2 options. Être courageux ou manquer de courage. Et alors moi, je préfère faire partie d'un gouvernement qui ne manque pas de courage, qui assume d'avoir en effet une présentation d'un budget qui est un budget de combat, quitte à prendre le risque de la censure. Parce que moi, je veux pouvoir dire la vérité aux Français, je veux qu'on puisse dire la vérité à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos entreprises. Et aujourd'hui, on a dit la vérité aux Français sur la nécessité de la réduction de la dépense publique, sur laquelle, encore une fois, l'État est le premier à prendre sa part. Quitte à fracturer, y compris le bloc central, notamment républicain, les républicains qui ne sont pas très chauds concernant l'année blanche. Et puis, moi, c'est pas ce que j'ai entendu hier dans la réunion Laurent qui nous a Wauquiez, tous réunis. Laurent Wauquiez n'est que le patron, effectivement, des Républicains à l'Assemblée nationale, mais enfin, il n'était pas spécialement chaud sur cette... On n'a pas entendu Bruno Retailleau. En tout cas, nous étions tous autour de la table hier avec le Premier ministre ensuite, y compris les ministres qui sont membres des Républicains, notamment, je vais dire, le premier d'entre eux, c'est-à-dire celui qui est le président du parti. Je n'ai entendu aucune critique sur la question de l'année blanche, ni sur la taxation des plus hauts revenus avec cette contribution de solidarité. Les Républicains disent mais cette contribution de solidarité, elle avait été portée par Michel Barnier lui-même. Et je crois qu'il appartient toujours à la même famille politique, c'est-à-dire LR. Donc on a juste reconduit pour 1 an une mesure qui avait été prise sous Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, membre des LR. Donc la question, elle est surtout comment nous, on fait bloc. On fait bloc derrière un budget auquel on croit, un budget qui est courageux et un budget qui est nécessaire. Donc on parlait des budgets, du budget de l'État qui va serrer la ceinture. Concernant votre budget, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, lui aussi va être au régime sec ou vous avez eu un régime de faveur? Ce n'est pas un régime de faveur, c'est un vrai choix politique qu'a fait le gouvernement. C'est-à-dire que le budget sera maintenu, sera même en légère augmentation pour financer l'aide universelle d'urgence qui permet aux femmes victimes de violences d'avoir une aide financière immédiate qui est délivrée entre 1 et 3 jours par les CAF. Donc ça veut dire qu'on ne rogne pas sur les dépenses qu'on a jugées comme étant déterminantes et essentielles. De la même manière qu'on se réarme en termes de souveraineté et que c'est la première chose qui guide la construction de ce budget, la volonté du président de la République de doubler l'effort vis-à-vis de nos armées entre 2017 et 2027, eh bien, sur des budgets dont on estime qu'ils sont indispensables en termes de solidarité, notamment sur la question de l'égalité, eh bien, on n'y touche pas. Un dernier mot, en présentant un tel budget, est-ce que François Bayrou joue pas un peu les kamikazes? Est-ce qu'il peut éviter une censure avec cette diète budgétaire? Écoutez, ça, la réponse, ce sont les partis d'opposition qui l'ont. Moi, ce que j'attends et ce que j'espère, c'est que maintenant, au-delà de commenter notre budget, ils nous proposent des alternatives. Ils veulent faire où des économies? Parce que la question, elle est là. On ne peut pas accepter d'en s'endetter plus dans notre pays et on ne peut pas alourdir la facture fiscale pour les Français. Ceux qui disent on va alourdir de 15-20 milliards d'euros la facture fiscale mentent aux Français et appauvriraient le pays. Donc, où font-ils des efforts? Où demandent-ils des efforts aux Français? C'est ça la question aujourd'hui qui est posée. Rendez-vous à l'automne, donnez-nous vos propositions. Maintenant que vous avez la copie du gouvernement, elle n'a jamais été présentée aussitôt en amont du débat budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. On continue à être à l'écoute de l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés à l'Assemblée et au Sénat. Encore faut-il qu'il y ait des propositions, des contre-propositions, des contre-budgets qui soient présentés. Maintenant, c'est aussi le temps pour les oppositions de présenter leurs propositions. Merci beaucoup, Aurore Berger. Bonne journée à vous.